包法利夫人第16部分。冬天没有火炉，教士说道。哎，那有什么关系？怎么，没有关系？在我看来，一个人只要温饱，因为说到头，我的上帝，我的上帝，他叹了一口气。你不舒服了？他有点担心的样子，把身子向前移动了一下。恐怕是消化不好吧，最好是回家去，包法利太太，喝一杯茶，或者喝上一杯新鲜的红糖水，就有劲了。为什么？他好像如梦初醒的样子。因为你把手放在额头上，我以为你头晕了。然后他又改变话题。你本来要问我什么来着？我不记得了。我吗？没什么，没什么，艾玛重复说。她向周围看看，目光慢慢地落在了穿道袍的老神父身上。他们两人面对面的，你看着我，我看着你，没有话说。那么，包法利太太，她到底说了，请你原谅，因为你也知道我的职责第一，我得打发那些调皮的小家伙去了。马上要第一次领圣体，我怕我们会乱套，所以从升天节起，我要他们每星期3准时来家上一节课。这些可怜的孩子，指引他们走上主的道路，总不嫌太早的。其实，主已经通过圣子的口，向我们指出了正路。祝你身体好，太太，替我向你的丈夫问候。他走进教堂去，在门口还屈了一下膝。艾玛看着他头朝一边歪，双手微微张开，手心朝外，脚步沉重，走到2排长凳中间去了。于是他也调转脚跟，整个身子就像一座雕像在基石上转动，走上了回家的道路。但神父的粗嗓子，顽童的尖嗓子，还是传到了他的耳边，在他背后喊着：你是基督徒吗？是的，我是基督徒。基督徒是什么人？基督徒就是一个受过洗礼。他扶住栏杆，走上楼梯，一进卧房就倒在一张扶手椅里。苍茫的暮色透过玻璃窗，后浪推着前浪，慢慢地降临了。家具摆在原处不动，仿佛已经僵化，在阴影笼罩下，似乎落入了黑暗的海洋。壁橱里的火已经熄灭了，挂钟一直在滴答滴答地响。艾玛模模糊糊地感到惊讶，为什么周围的环境这样安静，而她的内心却是一片混沌。那时，小贝尔特站在窗子和女工桌子之间，穿着毛线织的小靴，摇摇晃晃地要到母亲身边来，抓住她围裙带子的末端。母亲说的时候，用手把她推开。小女儿不久又来了，离母亲的膝盖更近。她把胳膊靠在母亲膝上，抬起蓝色的大眼睛望着母亲，嘴里流出一道纯口水，滴在母亲的绸子围裙上。不要打扰我，少妇烦了，又说了一遍。她的面孔把孩子吓坏了，女儿就哭了起来。嗨，不要烦我呀，她说时用胳膊推了女儿一下。贝尔特摔倒在五斗柜脚下，碰在铜花饰上，划破了脸，血流了出来。包法利夫人赶紧把她扶起来，拼命叫女佣人，把传呼铃的带子都拉断了，正要咒骂自己，忽然一眼看见了夏尔，原来已经到了他回家吃晚餐的时间。De feu d'hiver, dit le prêtre. Et qu'importe, comment qu'importe. Il me semble, à moins que lorsqu'on est bien chauffé, bien nourri, car enfin, mon Dieu, soupirait-elle. Vous vous trouvez gêné, fit-il. On s'avança d'un air inquiet. C'est la digestion, sans doute.
Il faut rentrer chez vous, Madame Bovary, boire un peu de thé. Ça vous fortifiera. Ou bien un verre d'eau fraîche avec de la cassonade. Pourquoi ? Et elle avait l'air de quelqu'un qui se réveille d'un songe. C'est que vous passiez la main sur votre front. J'ai cru qu'un étourdissement vous prenait, puis se ravisant. Mais vous me demandiez quelque chose ? C'est ce donc ? Je ne sais plus. Moi, rien, répétait Emma. Et son regard, qui allait promener autour d'elle, s'abaissa lentement sur le vieillard à soutane. Ils se considéraient tous les deux face à face, sans parler. « Alors, Madame Bovary, dit-il enfin, faites excuse, mais le devoir avant tout, vous savez. Il faut que j'expédie mes garnements. Voilà les premiers communions qui vont venir. Nous serons encore surpris, j'en ai peur. Aussi, à partir de l'Ascension, je les tiens recta tous les mercredis 1 heure de plus. Ces pauvres enfants. On ne saurait les diriger trop tôt dans la voie du Seigneur, comme, du reste, il nous l'a recommandé lui-même par la bouche de son divin Fils. Bonne santé, madame, mes respects à monsieur votre mari. Et il entra dans l'église, en faisant dès la porte une génuflexion. Emma le vit qui disparaissait entre la double ligne les bancs, marchant à pas lourds, la tête un peu penchée sur l'épaule, et avec ses 2 mains entr'ouvertes, qu'il portait en dehors. Puis elle tourna sur ses talons, tout d'un bloc comme une statue sur un pivot, et prit le chemin de sa maison. Mais la grosse voix du curé, la voix claire des gamins arrivait encore à son oreille et continuait derrière elle. « Êtes-vous chrétien ? » ?»« Oui, je suis chrétien. »« Qu'est-ce qu'un chrétien ? » ?»« C'est celui qui, étant baptisé. » Elle monta les marches de son escalier en se tenant à la rampe, et quand elle fut dans sa chambre, se laissa tomber dans un fauteuil. Le jour blanchâtre des carreaux s'abaissait doucement avec des ondulations. Les meubles, à leur place, semblaient devenus puis immobiles, et se perdre dans l'ombre, comme dans un océan ténébreux. La cheminée était éteinte, la pendule battait toujours, et Emma vaguement s'ébahissait à ce calme des choses, tandis qu'il y avait en elle-même tant de bouleversements. Mais, entre la fenêtre et la table à ouvrage, la petite Berthe était là, qui chancelait sur ses bottines de tricot et essayait de se rapprocher de sa mère, pour lui saisir, par le bout, les rubans de son tablier. « Laisse-moi, » dit celle-ci, en l'écartant avec la main. La petite fille bientôt revint plus près encore, contre ses genoux, et s'y appuyant des bras. Elle levait vers elle son gros œil bleu, pendant qu'un filet de salive pure découlait de sa lèvre sur la soie du tablier. « Laisse-moi, » répéta la jeune femme, tout irritée. Sa figure épouvanta l'enfant, qui se mit à crier. « Eh, laisse-moi donc, » fit-elle, en la repoussant du coude, et Berthe alla tomber au pied de la commode, contre la patère de cuivre. Elle s'y occupa la joue, le sang sortit. Madame Bovary se précipita pour la relever, cassa le cordon de la sonnette, appela la servante de toutes ses forces, et elle allait commencer à se maudire lorsque Charles parut. C'était l'heure du dîner. Il rentrait. 你看，好朋友，艾玛没事人似的对他说：“小东西玩的时候不小心，在地上摔伤了。”夏尔叫他不用担心，情况并不严重，然后就去找胶布了。包法利夫人没有下楼到餐厅去，她要一个人守着孩子，看到他睡着了，她的担心才慢慢的消散。回想起来，她自己显得既愚蠢又善良，为了刚才那么一点小事，居然会搅得心烦意乱。的确，贝尔特已经不再哭泣了，
现在也察觉不到他的呼吸还能不能使棉被上下起伏，大颗的眼泪流在他的眼皮半开的眼角里，睫毛当中露出了2个暗淡无光、深深下陷的眼珠，胶布贴在脸上，使他皮肤绷紧，把脸也拉歪了。说也奇怪，艾玛心里想，这孩子怎么这样难看？夏尔餐后把没用完的胶布还给药房，直到晚上11点钟才回家，看见妻子还站在摇篮旁边。既然我已经和你讲过，不会出什么事的，他一边吻她的额头，一边说道，那就不要自寻烦恼了，可怜的小青青，你这样会搞出病来的。其实他也在药房里待了很久，虽然他并没有显得非常着急，但是奥莫先生还是尽力要他坚强一点，要他鼓起勇气。于是他们谈起儿童时代要经历的各种风险，佣人可能做出的糊涂事。奥莫太太就有亲身体会，她胸部还留下了小时候烫伤的痕迹，那是一个女厨子把一碗滚烫的热汤打翻在了她的小罩衫上造成的。因此她的慈父良母采取了种种预防措施，刀子从来都不磨太快，房间里的地板也从来不打蜡，窗子上装了铁栏杆，炉壁前装了牢固的小柱子。那些小奥莫虽然纵容惯了，其实动一动就有人跟在后面看住的。只要得了一点伤风感冒，父亲就给他们灌祛痰止咳药，哪怕过了4岁，也毫不通融地要他们戴防风防跌的软垫帽。其实这是奥莫太太的怪主意，她的丈夫心里担忧，生怕这样紧紧地箍着脑袋可能会使他们的脑子受到影响。有一次居然脱口说出，你难道当真要把他们变回西印度群岛的土著，还是巴西的印第安人？夏尔有好几次要打断他的话，我有话要想对你说。他低声对着实习生的耳朵说，实习生上楼时走在前面。难道他猜到了什么？莱昂心里寻思，他的心跳得厉害了，于是越发胡思乱想。最后夏尔关上门，请他去卢昂打听一下，买一个好照相机要多少钱。他想使他的妻子喜出望外，想向他表示无微不至的关心，想送他一张穿黑色燕尾服的照片，但他事先要心中有数，这大概不太费莱昂的事，因为他几乎每个星期都要进一次城。进城有什么事？奥莫猜想这是年轻人的通病，有什么风流勾当，但是他猜错了，莱昂在城里并没有一个相好。 Regarde donc, cher ami, lui dit Emma d'une voix tranquille. Voilà la petite qui, en jouant, vient de se blesser par terre. Charles la rassura. Le cas n'était point grave, et il alla chercher du diachylum. Madame Bovary ne descendit pas dans la salle. Elle voulut demeurer seule à garder son enfant. Alors, en la contemplant dormir, ce qu'elle conservait d'inquiétude se dissipa par degrés, et elle se parut à elle-même bien sotte et bien bonne de s'être troublée tout à l'heure pour si peu de choses. Berthe, en effet, ne sanglotait plus. Sa respiration, maintenant, soulevait insensiblement la couverture de coton. De grosses larmes s'arrêtaient au coin de ses paupières à demi closes, qui laissaient voir entre les cils 2 prunelles pâles, enfoncées. Le sparadrap collait sur sa joue, en tirant obliquement la peau tendue. C'est une chose étrange, pensait Emma, comme cet enfant est laide. Quand Charles, à 11h du soir, revint de la pharmacie, où il avait été remettre, après le dîner, ce qui lui restait du diachylum, il trouva sa femme debout auprès du berceau. « Puisque je t'assure que ce ne sera rien, dit-il en la baisant au front. Ne te tourmente pas, pauvre chérie.
tu te rendras malade. Il était resté longtemps chez l'apothicaire, bien qu'il ne s'y fût pas montré fort ému. Monsieur Homais, néanmoins, s'était efforcé de le raffermir, de lui remonter le moral. Alors, on avait causé des dangers divers qui menaçaient l'enfance et de l'étourderie des domestiques. Madame Homais en savait quelque chose, ayant encore sur la poitrine les marques d'une éculée de braise qu'une cuisinière, autrefois, avait laissé tomber dans son sarrau. Aussi ses bons parents prenaient-ils quantité de précautions. Les couteaux jamais n'étaient affilés, ni les appartements cirés. Il y avait aux fenêtres des guises en fer et aux chambranles de fortes barres. Les petits Homais, malgré leur indépendance, ne pouvaient remuer sans un surveillant derrière eux. Au moindre rhume, leur père les bourrait de pectoraux, et jusqu'à plus de 4 ans, ils portaient tous, impitoyablement, des bourrelets matelassés. C'était, il est vrai, une manie de Madame Homais. Son époux en était intérieurement affligé, redoutant pour les organes de l'intellect les résultats possibles d'une pareille compression. Et il s'échappait jusqu'à lui dire « Tu prétends donc en faire des Caraïbes ou des Botocudo ?» Charles, cependant, avait essayé plusieurs fois d'interrompre la conversation. « J'aurais à vous entretenir », avait-il soufflé bas à l'oreille du clerc, qui se mit à marcher devant lui dans l'escalier. Se douterait-il de quelque chose? Se demanda Léon. Il avait des battements de cœur et se perdait en conjectures. Enfin, Charles, ayant fermé la porte, le pria de voir lui-même à Rouen quels pouvaient être les prix d'un beau daguerréotype. C'était une surprise sentimentale qu'il réservait à sa femme, une attention fine, son portrait en habit noir. Mais il voulait auparavant savoir à quoi s'en tenir. Ces démarches ne devaient pas embarrasser M. Léon, puisqu'il allait à la ville toutes les semaines, à peu près. Dans quel but? Homais soupçonnait là-dessous quelque histoire de jeune homme, une intrigue. Mais il se trompait, Léon ne poursuivait aucune amourette。他比以前任何时候都更忧郁。乐芳苏瓦老板娘一眼就看得出，他盘子里剩的菜现在多起来了。他要寻根究底，就去找税务员打听。比内让他碰了一鼻子的灰，说警察局并没有雇佣他做耳目。不过在他看来，他的伙伴也真古怪，因为莱昂老是坐在椅子上往后一仰，双手一伸，空空洞洞地说什么人生没有意思。那是因为你没有什么消遣呀，税务员说。什么消遣呢？我要是你，我就玩玩车床，可我不会车东西呀，实习生回嘴说。说的也是。对方摸摸下巴，面试中夹杂了几分得意的神气。莱昂对没有结果的恋爱感到厌倦了。再说，他开始觉得毫无变化的生活成了沉重的负担，既没有兴趣来引导，又没有希望来支持。他对荣正和荣正人都感到如此乏味，一看到某些人、某些房子，他就恼火得无法控制。而药剂师呢，他不管别人多好，也变得完全无法忍受了。然而展望前途，若要换个地方，对他既有几分引诱，却也有几分害怕。害怕很快就会变成焦急。于是巴黎在远方向他招手，吹起了化妆舞会的铜管乐，发出了轻佻姑娘的笑声。既然他要去那里读完法律，为什么不早点去？有谁阻拦他吗？于是他心里开始做准备，预先安排他的活动。他在头脑里设计怎样布置房间里的家具。他要过艺术家的生活，他要学六弦琴，他要穿室内装，
戴无边软帽，穿蓝色丝绒拖鞋。他想得出神，似乎已经在欣赏炉壁上交叉地挂着的2把花式剑，还有高头的死人脑壳和6弦琴了。困难的是要得到他母亲的同意，然而他的同意似乎又是合乎情理的事，甚至他的老板也劝他换一个事务所，可能更有发展前途。于是莱昂想了一个折中的办法，要到卢王去找一个2等帮办的差事，可惜没有找到。最后他给母亲写了一封长信，详细地说明了他要尽早去巴黎的理由。母亲同意了。其实他一点也不着急，整整1个月来，伊维尔每天帮他大箱小箱、大包小包从荣镇运到卢昂，从卢昂运到荣镇。等他添置了衣服，修理了3把扶手椅，买好了一批绸巾。总而言之，准备的东西多得周游世界也用不完。但他还是拖了1个星期又是1个星期，一直拖到母亲来第2封信，催他赶快动身，否则他就来不及在放假前通过考试了。互相拥抱吻别的时间终于到来了，奥莫太太哭了起来，朱斯坦也在啜泣。奥莫是男子汉，感情不便外露，只说要帮他的朋友拿大衣，亲自把他送到公证人的铁栅门前，公证人再用自己的马车把莱昂送到卢昂去。莱昂只剩下1点时间，去向包法利先生告别。Jusque jamais il était triste, et Madame Lefrançois s'en apercevait bien à la quantité de nourriture qu'il laissait maintenant sur son assiette. Pour en savoir plus long, elle interrogea le percepteur. Binet répliqua, d'un ton rogue, qui n'était point payé par la police. Son camarade, toutefois, lui paraissait fort singulier, car souvent Léon se renversait sur sa chaise en écartant les bras, et se plaignait vaguement de l'existence. « C'est que vous ne prenez point assez de distractions, disait le percepteur. « Lesquelles ? Moi, à votre place, j'aurais un tour. Mais je ne sais pas tourner, répondait le clerc. Oh, c'est vrai, faisait l'autre en caressant sa mâchoire, avec un air de dédain, mêlé de satisfaction. Léon était là d'aimer son résultat. Puis il a commencé à sentir cet accablement que vous cause la répétition de la même vie, lorsque aucun intérêt ne la dirige et qu'aucune espérance ne la soutient. Il était si ennuyé d'Yonville et des Yonvillais que la vue de certains gens, de certaines maisons, l'irritait à n'y pouvoir tenir. Et le pharmacien, tout bonhomme qu'il était, lui devenait complètement insupportable. Cependant, la perspective d'une situation nouvelle l'effrayait autant qu'elle le séduisait. Mais cette appréhension se tourna vite en impatience, et Paris alors agita pour lui, dans le lointain, la fanfare de ses balles masquées avec le rire de ses grisettes. Puisqu'il devait y terminer son droit, pourquoi ne partait-il pas? Qui l'empêchait? Et il se mit à faire des préparatifs intérieurs. Il arrangea d'avance ses occupations et se meubla dans sa tête un appartement. Il y mènerait une vie d'artiste. Il y prendrait des leçons de guitare. Il aurait une robe de chambre, un béret basque, des pantoufles de velours bleu. Et même, il amirait déjà sur sa cheminée 2 fleurets en sautoir, avec une tête de mort et la guitare au-dessus. La chose difficile était le consentement de sa mère. Rien pourtant ne paraissait plus raisonnable. Son patron même l'engageait à visiter une autre étude, où il put se développer davantage. Prenons donc un parti moyen. Léon chercha quelques places de second clerc à Rouen.
n'en trouva pas, et écrivit enfin à sa mère une longue lettre détaillée, où il exposait les raisons d'aller habiter Paris immédiatement. Elle y consentit. Il ne se hâta point. Chaque jour, durant tout un mois, Hivert transporta pour lui d'Yonville à Rouen, de Rouen à Yonville, des coffres, des valises, des paquets. Et quand Léon eut remonté sa garde-robe, fait rembourrer ses 3 fauteuils, acheté une provision de foulards, pris en un mot plus de disposition que pour un voyage autour du monde. Il s'ajourna de semaine en semaine, jusqu'à ce qu'il reçût une seconde lettre maternelle où on le pressait de partir, puisqu'il désirait, avant les vacances, passer son examen. Lorsque le moment fut venu des embarrassades, Madame Homais pleura, Justin sanglotait. Homais, en homme fort, dissimula son émotion. Il voulut lui-même porter le paletot de son ami jusqu'à la grille du notaire, qui emmenait Léon à Rouen dans sa voiture. Ce dernier avait juste le temps de faire ses adieux à Monsieur Bovary。他走到楼梯高头就站住了，因为他觉得呼吸紧张，上气不接下气。他一进来，包法利夫人赶紧站起。是我，还是我？莱昂说。他咬咬嘴唇，血像潮水似的往上涌。他脸红了，从头发根到衣领边上，皮肤都变成了玫瑰色的。他站着不动，肩膀靠住护壁板。先生不在家吗？他出去了。包法利夫人重复了一遍，他出去了。于是一阵沉默，他们互相瞧着，他们的思想在共同的焦虑中混成一片，紧紧搂在一起，就像2个扑扑跳动的胸脯。我想亲一亲贝尔特，莱昂说。艾玛走下几步楼梯，去叫费利西来。他赶快向周围大概地扫了一眼，眼光依依不舍地落在墙壁上、架子上、炉壁上，恨不得能钻进去，或者都带走。但是艾玛又进来了，女佣人牵着贝尔特，贝尔特用绳子拉着一架头朝下的风车。莱昂吻她的小脖子，吻了一遍又一遍。再见，可怜的孩子。再见，亲爱的小宝贝，再见。他把孩子交还给母亲。带走吧，母亲说，只剩下他们2个人。包法利夫人转过身去，脸靠住玻璃窗。莱昂手里拿着鸭舌帽，从上到下轻轻地拍着自己的屁股。要下雨了，艾玛说。我有外套，他答道。啊。包法利夫人又转过身来，下巴低着，脸孔朝前看。阳光照着她的额头，好像照着一块大理石，划出了她眉毛的曲线。谁也不知道艾玛在天边看见了什么，也不知道她心里想什么。好了，再见吧，她叹口气说。她忽然一下抬起头来。是的，再见了，走吧。他们彼此向对方走去。莱昂伸出手来，包法利夫人犹豫了一下。那么按照英国规矩吧，她说，一面伸过手去，勉强笑了一笑。莱昂感到他的手指头捏住了他的手，他的整个生命似乎也都化为流体，流入了他的手掌。然后他松开了手，他们还是眼睛望着眼睛。他就这样走了，他则走到菜场，又站住，藏在一根柱子后面，要最后一次看看这白色的房屋和那4个绿色窗帘。他仿佛看见卧室窗口有一个人影，窗帘似乎没有人碰，就自动脱离了帘钩，然后长长的斜斜的褶皱慢慢的移动，忽然一下，所有的皱纹都铺开了。窗帘已经挂直，一动不动，
好像是一堵石灰墙。莱昂跑了起来，他远远地看见他老板的轻便马车停在大路上，旁边有一个系着粗布围裙的男人，手拉着马。奥莫和吉约曼先生在谈天，他们等着他呢。拥抱我吧，药剂师说，眼睛里还有眼泪。这是你的大衣，我的好朋友，当心不要着凉，好好照顾自己，多多保重。好了，莱昂，上车吧，公证人说。Quand il fut au haut de l'escalier, il s'arrêta, tant il se sentait hors d'haleine. À son entrée, Madame Bovary se leva vivement. « C'est encore moi, dit Léon. J'en étais sûre. » Elle se mordit les lèvres, et un flot de sang lui courut sous la peau, qui se colora tout en rose, depuis la racine des cheveux jusqu'au bord de sa collerette. Elle restait debout, s'appuyant de l'épaule contre la boiserie. « Monsieur n'est donc pas là ?» reprit-il. « Il est absent. » Elle répéta. « Il est absent. » Alors il y eut un silence. Ils se regardèrent et leurs pensées, confondues dans la même angoisse, s'étreignaient étroitement, comme deux poitrines palpitantes. « Je voudrais bien embrasser Berthe, » dit Léon. Emma descendit quelques marches, et elle appela Félicité. Il jeta vite autour de lui un large coup d'œil qui s'étala sur les murs, les étagères, la cheminée, comme pour pénétrer tout, emporter tout. Mais elle rentra, et la servante amena Berthe, qui secouait au bout d'une ficelle un moulin à vent la tête en bas. Léon la baissa sur le cou à plusieurs reprises. « Adieu, pauvre enfant. Adieu, cher petit, adieu. » Et il la remit à sa mère. « Emmenez-la, » dit celle-ci. Ils restèrent seuls. Madame Bovary, le dos tourné, avait la figure posée contre un carreau. Léon tenait sa casquette à la main et la battait doucement le long de sa cuisse. « Il va pleuvoir, » dit Emma. « J'ai un manteau, » répondit-il. « Ah !» Elle se détourna, le menton baissé et le front en avant. La lumière y glissait comme sur un marbre, jusqu'à la coupe des sourcils, sans que l'on puisse savoir ce qu'Emma regardait à l'horizon, ni ce qu'elle pensait au fond d'elle-même. « Allons, adieu, » soupira-t-il. Elle releva sa tête d'un mouvement brusque. « Oui, adieu, partez. » Ils s'avancèrent l'un vers l'autre. Il tendit la main, elle hésita. « À l'anglaise donc, » fit-elle abandonnant la sienne tout en s'efforçant de rire. Léon la sentit entre ses doigts, et la substance même de tout son être lui semblait descendre dans cette paume humide. Puis il ouvrit la main, leurs yeux se rencontrèrent encore, et il disparut. Quand il fut sous les halles, il s'arrêta, et il se cacha derrière un pilier, afin de contempler une dernière fois cette maison blanche avec ses 4 jalousies vertes. Il crut voir une ombre derrière la fenêtre. Dans la chambre, mais le rideau, se décrochant de la patère comme si personne n'y touchait, remua lentement ses longs plis obliques, qui d'un seul bond s'étalèrent tous, et il resta droit, puis immobile qu'un mur de plâtre. Léon se mit à courir. Il aperçut de loin, sur la route, le cabriolet de son patron, et à côté un homme, en serpillière, qui tenait le cheval. Homais et M. Guillaumin causaient ensemble. On l'attendait. « Embrassez-moi, » dit l'apothicaire, les larmes aux yeux. « Voilà votre paletot, mon bon ami. Prenez garde au froid, soignez-vous, ménagez-vous. »« Allons, Léon, en voiture, » dit le notaire. 奥莫弯腰站在挡泥板旁边，说一个字呜咽一个字，才说出了这句话断肠：“一路平安，再见。”吉约曼先生答道：“走吧。”他们走了，
奥莫也回家了。包法利夫人打开朝花园的窗子，看看天上的云。朝西，在卢昂那一边，乌云密集，奔腾翻滚，卷起了螺旋形的黑色波浪。在层云后面，太阳像高悬的金盾，发出条条金光，就像盾上射出的支支金箭。而在别的地方，天上却是空的，像瓷器一样白。但是一阵狂风吹来，吹得杨树弯腰，忽然落下一阵急雨，噼里啪啦地打在绿色树叶上。随后太阳又出来了，母鸡咯咯地叫，麻雀在淋湿的小树丛中拍打翅膀，沙滩上的小水洼往低处流，带走了杨槐的粉红落花。啊，他恐怕已经走远了，包法利夫人心里想。奥莫先生还和过去一样，在他们6点半吃晚餐的时间过来。好了，他坐下来说道，我们刚才总算把我们的年轻人送走了吧？总算送走了，医生答道。然后他坐着转过身来问道，你们家没出什么事吧？没出什么大事，只是我的女人今天下午有点感情冲动。你知道的，女人嘛，一点小事都会叫她们难过，尤其是我家里那一口子。若是你要怪他们，那就不对了，因为他们的脑神经组织本来就比我们脆弱。可怜的莱昂，夏尔说道，他到了巴黎怎么打发日子呢？他会过得惯吗？包法利夫人叹了一口气，得了，药剂师咂咂舌头说，饭店老板会做好的给他吃，还有化妆舞会，喝香槟酒，我敢保证日子过得快活着呢。我不相信他会胡来，包法利反驳道。我也不相信，奥莫先生赶紧接着说，虽然他恐怕不得不跟别人一样胡来，否则人家就会说他是伪君子。哎，你不知道这些轻浮的学生在拉丁区和女戏子过得什么样的生活。再说，他们在巴黎还吃得很开呢。Homais se pencha sur la garde-grotte et d'une voix entrecoupée par les sanglots laissa tomber ces 2 mots tristes. Bon voyage. Bonsoir, répondit monsieur Guillaumin. Lâchez tout. Ils partirent et Homais s'en retourna. Madame Bovary avait ouvert sa fenêtre sur le jardin et elle regardait les nuages. Ils s'amoncelaient au couchant du côté de Rouen et roulaient vite leurs volutes noires, d'où dépassaient par derrière les grandes lignes du soleil, comme les flèches d'or d'un trophée suspendu, tandis que le reste du ciel vide avait la blancheur d'une porcelaine. Mais une rafale de vent fit se courber les peupliers, et tout à coup la pluie tomba. Elle crépitait sur les feuilles vertes. Puis le soleil reparut. Les poules chantèrent. Des moineaux battaient des ailes dans les buissons humides. Et les flaques d'œufs sur le sable emportaient en s'écoulant les fleurs roses d'un acacia. Ah, qu'il doit être loin déjà, pensa-t-elle. Monsieur Homais, comme de coutume, vint à 6h30, pendant le dîner. Eh bien, dit-il en essayant, nous avons donc tantôt embarqué notre jeune homme. Il paraît, répondit le médecin, puis se tournant sur sa chaise. Et quoi de neuf chez vous? Pas grand-chose, ma femme. Seulement a été cet après-midi un peu émue. Vous savez, les femmes, rien les trouble, la mienne surtout. Et l'on aurait tort de se révolter là contre, puisque leur organisation nerveuse est beaucoup plus malléable que la nôtre. Ce pauvre Léon, disait Charles, comment va-t-il vivre à Paris? S'y accoutumera-t-il? Madame Bovary soupira. Allons donc, dit le pharmacien en claquant de la langue. Les parties fines chez le traiteur, les bals masqués, le champagne, tout cela va rouler, je vous assure.
Je ne crois pas qu'il se dérange, objecta Bovary. Ni moi, reprit vivement M. Homais. Quoiqu'il lui faudra pourtant suivre les ordres, au risque de passer pour un jésuite. Et vous ne savez pas la vie que mènent ces farceurs-là dans le quartier latin avec les actrices. Du reste, les étudiants sont fort bien vus à Paris.